Une vraie histoire de pêche, cette semaine à porte ouverte au Musée de la Civilisation. Dans une province où nous comptons plus de 400 000 lacs, plus d'1 million d'adeptes de pêche sportive, est-il étonnant qu'un musée de société, comme le Musée de la Civilisation, s'intéresse à la pêche sportive? C'est pourquoi nous avons acquis la collection de Régent Pétrin, soit plus de 1500 objets, qui nous permet de mieux comprendre, de relater l'histoire de la pêche sportive, de sa naissance et de son développement. Mais pour bien comprendre comment tout ça s'est fait, on va aller rencontrer un professionnel, un spécialiste de la pêche à la mouche, Paul Leblanc. Mais tout d'abord, allons voir la collection du musée. Avant de regarder plus attentivement la collection du musée, on va se permettre de retracer à grands traits l'histoire de la pêche sportive au Québec. Alors, il faut comprendre que sous le régime français, la pêche sportive, ça n'existait pas. C'était surtout une pêche de subsistance. Il faut attendre la fin du 18e siècle avec l'arrivée des Britanniques, des garnisons britanniques, pour voir apparaître véritablement les premiers éléments d'une pêche sportive autour, par exemple, de la rivière Jacques-Cartier à Pont-Rouge où on pêchait le saumon. Alors, ces Britanniques qui étaient en garnison à Québec partaient en excursion une journée ou deux. Alors, tout au long de la première moitié du 19e siècle, il y a beaucoup de gravures anciennes qui témoignent justement de la naissance de cette pêche sportive qui va se mettre en place avec les Britanniques, les Écossais, bref, les étrangers. Et on assiste au 19e siècle, évidemment, c'est le siècle aussi de l'industrialisation, c'est le siècle de la grande industrie forestière aussi. Et ces grandes compagnies forestières-là vont vouloir s'accaparer des territoires de pêche. Et le gouvernement va mettre en place, vers les années 1880, va faciliter à ces grandes compagnies-là la prise de territoires de pêche. Donc, c'est l'instauration du régime des clubs privés au Québec. Au début, vers les années 1899, on parle d'une centaine de clubs. En 1945, on parle déjà de 615 clubs privés. Et imaginez, au milieu des années 60-70, il y a plus de 2000 clubs privés de pêche. Mais en parallèle, évidemment, la pêche sportive se développe de plus en plus. Le grand public, parce qu'au début, c'était l'élite, mais de plus en plus, le grand public, monsieur tout le monde, veut aller à la pêche. On accède à une société qui libère aussi du temps de loisir à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la pression se fait très, très forte pour que les gens puissent avoir accès à ces territoires privés, ce qui va amener dans les années 1960, particulièrement en 68, où il y a un mouvement qui se met sur pied dans le but de décluber l'ensemble du territoire de pêche au Québec. Et tout ça va se concrétiser en 1978 avec l'adoption d'un projet de loi qui met fin définitivement au régime privé des clubs de pêche et des territoires. Donc, c'est une longue histoire de pêche sportive, c'est une longue histoire de clubs de pêche. C'est particulier parce que, comme je l'ai mentionné, on est dans un pays où il y a au-delà de 400 000 lacs. Donc, cette histoire-là est tout à fait particulière. Maintenant, on va retracer quelques-uns de ces jalons-là en regardant plus attentivement la collection. Essentiellement, la collection de pêche sportive est constituée, je dirais, de trois grandes collections, entre guillemets, collections, c'est-à-dire des donations importantes.
Il y a d'abord la collection de Régent Pétrin. Alors, Régent Pétrin était un collectionneur, un passionné de pêche, qui a fait pendant pratiquement 20 ans les salons de chasse et pêche et profitait de ces occasions-là pour se constituer une collection sur l'histoire de la pêche au Québec. En 2004, on a acquis au-delà de 1350 pièces. Alors, imaginez, sur 1700 objets, c'est notre noyau dur. Maintenant, il y a une deuxième donation qui est importante, c'est celle de Mme Denise Higgins. Elle vendait au magasin, comme je nomme la Tulipe, comme d'autres magasins dans le domaine de la pêche, elle vendait en gros les articles de pêche. Alors aussi, pendant 20-30 ans, elle a fait ce commerce-là. Au terme de sa vie commerciale, elle nous a offert des objets associés à cet univers-là. Il y a une dernière collection qui est celle de Henry Miles. Henry Miles, c'est un collectionneur des cantons de l'Est, collectionneur, mais surtout amateur de pêche, sur lequel on a récolté les derniers objets qui lui appartenaient. Alors voilà les 3 grosses collections de pêche que vous pouvez voir ici. Évidemment, l'univers de la pêche est un univers très large. On peut voir, il y a des cannes à pêche. D'abord, la canne étant l'instrument premier. Alors, une canne comme celle-ci, qui est en section, mais évidemment, à l'époque, les cannes très anciennes, souvent, c'était dans une seule section. Mais on est quand même ici au 19e siècle. C'est en bois. Souvent, ça pouvait être en noyer. Et, bon, évidemment, on retrouve les sections qui s'emboutaient les unes dans les autres, mais elle est quand même en noyer. Alors, c'est une pièce des années peut-être 1870, 1880. Après ça, est arrivé assez rapidement autour de, je dirais, dans la seconde moitié du 19e siècle, ce qui a dominé, c'est beaucoup les cannes en bambou, ce qu'on appelait les spudets de bambou, qui étaient faits de façon hexagonale. Alors, c'était des lamelles de bambou qui étaient assemblées. Alors, ces cannes-là sont venues pour la plupart de l'Angleterre, de l'Écosse et des États-Unis et beaucoup plus tard de l'Asie. Alors, la canne de bambou a dominé le marché peut-être jusque vers les années 1920-1930. Est arrivée sur le marché une autre canne, une canne de métal. Alors, a été introduite la fameuse canne de métal. C'est une canne qui était très lourde. Et là, on voit comme celle-ci, elle était télescopique. Ça, c'est une autre génération, évidemment, dans les cannes à pêche. Alors, l'instrument a évolué beaucoup, disons, entre 1850 et 1950. Après la canne de métal est arrivée la canne en fibre de verre. Alors, elle a quand même dominé sur le marché pendant de nombreuses années. Évidemment, on continue à utiliser les cannes en split de bambou, les cannes de bois, mais rapidement, c'est la fibre de verre qui domine. Et là, les différentes compagnies qui étaient dans ce domaine-là, tout le monde s'est mis à fabriquer des cannes en fibre de verre. Dans la collection, on a certainement au-delà de 300 moulinets qui nous permettent de retracer l'évolution du moulinet à travers le temps. Je dirais entre 1875 et 1970, grosso modo, c'est les périodes qu'on a. Alors, il y a plusieurs compagnies, puis ici, on a un bel échantillonnage qui nous permet de voir la diversité des moulinets. Ici, on a les moulinets pour la pêche à la traîne, ici, le lancer léger, et on est véritablement au début du lancer léger. Ce type de moulinet-là, dans les années 50, c'est une très grande innovation. Ici, on voit des Zebco. Alors, celui-ci, je ne sais pas si c'est Johnson, mais Zebco aussi a commercialisé ce type de moulinet. Et encore aujourd'hui, c'est un moulinet qui va très bien et qui est utilisé pour la pêche à la truite, enfin différents types de pêche. On a un échantillonnage fort intéressant, je dirais, de l'évolution du moulinet. On a parlé des cannes à pêche, des moulinets, mais il y a d'autres accessoires. Et dans ces accessoires-là, évidemment, les paniers de pêche. Les paniers de pêche sont importants et dans les représentations, on voit toujours le pêcheur avec son panier en bandoulière. Alors, on en voit ici un assez bel échantillonnage. Alors, les paniers les plus anciens, c'est les paniers en osier, comme on voit ici. Des paniers qui, dans certains cas, viennent de l'Angleterre, viennent de l'Asie. Mais ici, les Premières Nations, entre autres les Micmacs, fabriquaient beaucoup ce genre de paniers qu'on vendait aux pêcheurs. On a beaucoup d'exemples. Par la suite, est arrivé sur le marché, c'est substitué aux matériaux organiques, parlons des matériaux naturels, des paniers dans les années 50, des paniers en plastique comme ça, avec une bandoulière de cuir. Mais c'est sûr qu'avec le temps, les pêcheurs ont quand même toujours privilégié un peu ce type de panier en osier.
Évidemment, à travers ça, il y avait des gens qui n'achetaient pas les produits, mais se les fabriquaient. Et on voit au niveau des paniers de pêche, celui-ci semble être une fabrication maison. Donc, on s'amuse de façon fantaisiste à donner différentes formes au panier. Mais c'est toujours le trou, l'orifice ici pour introduire le poisson. Évidemment, un peu le même principe. Circulaire, on le porte en bandoulière. Une conformité qui répond bien au corps puis à ses besoins. Il y a même des fantaisies. On en voit un ici qui est ça, c'est un coffre à pêche. On parlait des paniers de pêche, mais dans les coffres, il y a différentes fantaisies. C'est un bel exemple. Encore une fois, on est plutôt dans les années 60, mais montrer jusqu'à quel point, dans les objets de pêche, il y avait énormément de fantaisie. C'est un objet de luxe. Alors, on fabriquait différents types d'objets. Mais les plus anciens sont en métal, dans les années 40-50. On en retrouve en bois qui appartiennent à des périodes beaucoup plus anciennes. Là aussi, comme la canne à pêche, comme le panier de pêche, comme dans bien d'autres choses, les matériaux ont évolué. La fonctionnalité aussi s'est transformée à travers le temps, parce qu'il ne faut pas oublier, la pêche sportive, à partir du moment où elle s'est développée au 20e siècle, c'est devenu une industrie très, très importante. Et une industrie, assez curieusement, non pas une industrie canadienne, parce qu'on a très peu fabriqué d'accessoires de pêche. Entre autres, dans les appâts, on a l'impression qu'ici, ça en fabriquait beaucoup, mais non, pour beaucoup, ça venait des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, c'est vrai dans les moulinets, c'est vrai dans les cannes. Donc, il y a eu très peu d'entreprises canadiennes qui ont fabriqué des équipements de pêche. Maintenant, on va aller voir les appâts. On a parlé de la canne, on a parlé des moulinets, on a parlé des accessoires, mais évidemment, ce qu'il y a au bout de la ligne, ce qu'il y a au bout de la corde, c'est l'élément important qui fait en sorte qu'on va faire une bonne pêche ou non. Et là, il y a des milliers de types d'appâts. Alors ici, dans ce tiroir-là, on peut voir la diversité des appâts et même, bon, des appâts en forme de grenouille parce qu'on sait, les poissons d'un certain volume consomment aussi les grenouilles et quand on a pêché un poisson puis qu'on l'évente pour en faire des filets ou le préparer, souvent on va voir justement toute son alimentation à l'intérieur du ventre et on retrouve des petites grenouilles, on peut retrouver même des petites souris. Et ça, ici à côté, on en voit une, c'est simplement une forme de souris. Alors, pour montrer que le milieu alimentaire des poissons, dépendamment du type de poisson, peut être très varié. Et c'est pour ça que dans la représentation des appâts, c'est aussi très, très varié. Ça représente bien cette alimentation des poissons. Dans l'univers des appâts, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu encore beaucoup, c'est la mouche. Alors, c'est un univers très spécialisé, c'est un univers important, c'est une pêche importante, la pêche à la mouche, que ce soit la truite ou le saumon. Et ici, on a un ensemble qui est assez significatif, un ensemble de commerce qui était celui de Denise Higgins, qu'elle utilisait quand elle rencontrait les marchands dans le domaine des articles de pêche. Et on va aller voir Paul Leblanc, qui est un spécialiste de la mouche au Québec, propriétaire d'une boutique aussi, et qui va nous instruire sur la fabrication et sur un peu l'histoire de la mouche et de la pêche à la mouche. On vient de voir les collections du Musée de la Civilisation. On a fait, je dirais, un bref survol au niveau des objets, tout ce qui entourait la pêche. Ici, on est dans un véritable temple de la pêche aussi, avec tous ces objets autour de la pêche au saumon, à la truite. On dit que c'est la noble pêche, la pêche à la mouche. Oui, la pêche à la mouche, c'est le début, ou peut-être la transition entre se nourrir puis le sport. Se divertir. Se divertir. Alors, on a des cannes à pêche qui datent, je dirais, des années 1800 qui étaient en bambou. On retrouve ici un modèle qui nous vient, qui a été fabriqué en 1969, une canne de bambou imprégnée. C'est juste en 1946 que Orvis, la compagnie Orvis, a fabriqué son bambou, sa canne de bambou imprégnée. C'est ce qu'on appelle le split bambou. Le split bambou, mais il est imprégné, il n'est pas verni. Alors, on voit un modèle ici de 1969 qui était fabriqué pour quelqu'un. On peut même, pour les gens qui veulent savoir, il y a un petit numéro de série sur une des pièces à l'avant, une des types. On appelle la compagnie, ils vont nous donner l'historique de la canne. Alors, c'est intéressant.
Voilà une canne qui est numérotée, qui est personnalisée. Elle est même, il y a le nom du propriétaire dessus. Et on voit bien, quand on parle de noble pêche, ça prend tout son sens. C'est-à-dire, c'est une pêche, quand même, qui, d'autant plus à cette époque-là, c'est encore plus vrai, qui s'adressait à une certaine catégorie sociale. Aujourd'hui, c'est tout autre. Mais quand même, pour l'essentiel, ces objets-là s'adressent quand même à des gens qui ont des moyens de le faire. Ah oui, oui, à ce moment-là, on peut dire que c'est pas tout le monde qui veut se permettre. C'est pourquoi qu'il y a le nom d'inscrit, tout ça. Mais aujourd'hui, on peut avoir des cannes à pêche de tous les prix. Tout à fait. Mais, regarde, encore, par pure tradition, Orvis fabrique encore la canne de bambou. Alors, ici, on est en 69. Exactement. Et ça, c'est une version 2009 d'aujourd'hui, qui est imprégnée encore avec un numéro de série. Et la personne qui la jette peut remplir un carton. Et avec le carton, on va garder l'information pour l'avenir. C'est ça qui est extraordinaire, c'est l'origine de la pêche. Puis là, je vais utiliser une image, même si elle se perd dans la nuit des temps depuis des siècles. Fondamentalement, elle se pratique toujours de la même façon. C'est-à-dire, il y a une perche, la canne, un moulinet, une mouche. Exactement, puis une soie. Puis une soie. Une soie qui n'est plus nécessairement une soie. Mais au début, c'était des soies et qu'il fallait mettre dans de l'huile de lin pour pouvoir pêcher avec, pour pas trop l'user rapidement, pour la faire flotter un peu. Il la graissait. Aujourd'hui, c'est des soies synthétiques. C'est calculé par ordinateur pour avoir la bonne soie qui va avec les bonnes cannes à pêche. En fait, la canne à pêche n'a pas tellement changé à travers le temps, si ce n'est, oui, les matériaux. C'est la même chose pour le moulinet. C'est toujours une forme très ancienne, mais là aussi, il y a une innovation au niveau des matériaux. Exactement. On peut voir ici, on a un moulinet CFO, qui est le nom du fondateur d'Orvis en 1856, si je ne me trompe pas. Et le moulinet a changé par la qualité de l'aluminium et la façon qui donnait la finition dessus. Okay. On peut voir ici un moulinet qui est apparu près dans les années 90, et un des derniers modèles, et c'est le même modèle depuis 1970. Alors aujourd'hui, on utilise un matériel qui est très technologique, très innovateur, c'est le graphite. On pense tout le temps que lorsqu'on a une nouvelle canne à pêche, que c'est la fin. Ils ne seront jamais capables de faire de quoi de mieux. Bon, bien, on vient de recevoir l'an passé une canne, l'Hélios, qui a 9 pieds, soit numéro 8. C'est assez gros, c'est pour pêcher le saumon. On peut prendre des saumons... Bon, ma femme a pris un saumon de 40 livres cette année, le 10 de mai, sur la Restigouche, en pêchant le saumon noir. Elle avait une canne de 10 pieds, soit numéro 7. Ça a duré 1 heure et 3/4. Le combat. Le combat. Et la canne pèse 3 onces. Le pied numéro 8, c'est 2 onces et 7/8. C'est pas croyable. C'est incroyable. On est passé en 10 ans de 4 onces et demie à 2 onces et 7/8. Donc, la split bambou, qui était la canne par excellence, aujourd'hui, elle est déclassée. On le fait par nostalgie. Oui, un peu comme on aurait une vieille voiture. Le grand plaisir, c'est tenir la canne dans ses mains, mais encore plus, c'est la mouche qui est au bout de la canne, parce que là, c'est là que la pêche à la mouche prend tout son sens, toute son expression. Mais on peut dire que les mouches, ça existe depuis l'Antiquité, pour nous. Les Égyptiens avaient commencé à monter des mouches. Ensuite de ça, le vrai montage de mouches a commencé au 14e siècle avec Juliana Berner, je crois, je ne vais pas me tromper. C'était une religieuse en Angleterre qui observait les ruisseaux et les mouches qui venaient à la surface et les truites qui les gobaient. Je pense que c'est une passion, ça, de voir ça. Seulement faire voir la nature s'exécuter, c'est extraordinaire. Alors, les mouches ont évolué. Au début, il n'y avait pas énormément de matériaux et ça a évolué énormément jusqu'à l'époque victorienne où il y avait des grosses mouches colorées, mouches à saumon qu'on parle, assez grosses. L'origine de la pêche à la mouche est très ancienne, mais on sait que l'Écosse et l'Angleterre ont été un lieu important de diffusion et de développement de pêche à la mouche. Surtout l'armée, les militaires qui ont importé, qui ont fait avancer la pêche à la mouche en important des plumes des Indes, des colonies anglaises d'un peu partout dans le monde. Alors des oiseaux exotiques. Ben oui, c'est ça, il y a beaucoup d'exotisme dans la fabrication des mouches parce qu'évidemment, c'est les couleurs, alors, c'est tout ce qu'on utilise comme matériau. Il y a des mouches qui se transforment d'un simple appât, ça devient un objet d'art.
Et aujourd'hui, c'est plus des monteurs de mouches, c'est des sculpteurs. On pense seulement à M. Michel Leblanc de Rawdon, qui a fait une mouche pour le 400e de Québec, qui est un galion, un bateau qui a traversé l'Atlantique. Tout en plumes, là. Oui. C'est vraiment une œuvre d'art, une sculpture, c'est extraordinaire. Une grande création. Une grande création. Alors, Paul, je te remercie infiniment pour ta gentillesse et tout le savoir autour de la pêche à la mouche. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, on vient de rencontrer Paul Leblanc, qui nous a parlé largement de l'histoire de la pêche à la mouche au Québec. Et justement, dans nos coups de cœur, puisqu'on est rendu à cette portion de l'émission où on va présenter quelques objets qu'on considère intéressants autour de nos collections. Alors, voici le chapeau de Richard Adam. Richard Adam, c'est un guide de pêche. C'est un guide de pêche important au Québec. Il est décédé en 2006. Il était né en 1910. Alors, imaginez, cet homme a travaillé pendant plus de 70 ans sur la rivière Matapédia comme guide de pêche. Il a guidé les grands de ce monde. Entre autres, on se plaît à évoquer qu'il a guidé Jimmy Carter à quelques reprises alors sur la rivière Matapédia. Et ce chapeau, c'est un Stetson. On présume, et c'est toute la tradition orale, on dit qu'un richissime pêcheur américain lui a remis ce chapeau, comme bien d'autres par la suite. Et Régent Pétrin en a hérité, et c'est comme ça qu'il est arrivé dans la collection du Musée de la Civilisation. Alors, c'est un objet un peu symbolique, un peu mythique, qui appartient à celui qu'on considère comme étant le grand guide de pêche au 20e siècle. Voilà un autre objet coup de cœur, puisqu'on s'intéresse évidemment à la pêche sportive, le trophée et la représentation par excellence, dans le fond, de la popularité de la pêche sportive, puis de l'engouement qu'il y avait dans les années, on parle des années 50, 60, puisqu'on parle, pendant cette période, on dit que c'est l'âge d'or de la pêche sportive au Québec. Et ce trophée-là en témoigne bien, c'était la compagnie Molson, qui commanditait un tournoi de pêche qui s'adressait à l'ensemble des clubs de pêche au Québec. Et on voit sur le pourtour, ici, sur chacun des écussons, qui commence en 1955. Mais ce concours-là commence plutôt dans les années, début des années 50. Le trophée couvre 1955 à 69, qui pourrait être la dernière année où ce concours-là a eu lieu. Alors, c'est le trophée par excellence qui témoigne bien de l'esprit sportif, mais en même temps de l'engouement de la pêche au Québec dans chacun des clubs. Puis je rappelle que vers les années 70, il y avait plus de 2000 clubs de pêche au Québec. Alors, ça démontre bien toute l'importance du phénomène. Alors, voici un objet que j'aime beaucoup dans la collection. Il s'agit d'un panier de pêche, mais la particularité d'avoir été fait artisanalement en lamelles tressées, en lamelles d'aluminium. Et donc, ça nous situe bien dans la période. On est autour des années 40, 50, 60. Il y a beaucoup d'objets comme ça qui ont été faits en aluminium. Celui-ci vient de la région du Lac-Saint-Jean. On dit que c'est les employés qui récupéraient parfois des matériaux qu'on faisait soit justement dans les lamelles et dans les temps libres fabriquaient ce genre d'objets. Alors, regardez la qualité de la pièce. Évidemment, comme je l'ai mentionné, la propriété de l'aluminium, ça ne s'oxyde pas facilement, c'est léger. Alors, on lui a donné une application concrète, on a fait un panier de pêche avec. C'est vraiment une belle pièce, une pièce d'ici, mais qui témoigne bien à la fois de l'esprit créatif, de l'ingéniosité des gens qui travaillaient à l'Alcan et de la créativité de ces pêcheurs. Dans la collection de pêche, il y a des choses qui sont tout à fait étonnantes, qui appartiennent pas nécessairement à l'instrumentation liée à la pêche, mais plutôt à la représentation. Ça ici, c'est une truite qui a été faite par Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, c'est un artiste populaire de Charlevoix, tout simplement quelqu'un qui a fait la pêche et qui s'adonnait à fabriquer. Il aimait faire des représentations de truites. C'est un peu comme ce qu'on retrouvait à une époque. Les pêcheurs, quand il y avait une belle prise, souvent, ils faisaient naturaliser leur truite. Bien, c'est ce type de représentation
présentation-là. Puis là, il suspendait la truite au mur, alors pour montrer le trophée de pêche. C'est un trophée de pêche, mais fait par un artiste populaire de Charlevoix. Mais regardez la qualité de la polychromie, c'est assez exceptionnel. On a l'impression qu'elle est véritablement vraie. Alors, c'est une très, très belle pièce de la collection d'art populaire liée à la pêche. Au cours de cette émission, soit par la présentation des collections, soit par la rencontre avec Paul Leblanc, vous aurez compris qu'on a tenté de brosser à grands traits l'histoire, la naissance de la pêche sportive au Québec. Et au cours des prochaines années, on sent qu'il va y avoir des mutations profondes, comme il y en a eu dans les 100 premières, soit au niveau des adeptes, mais également dans la gestion de la ressource. Mais une chose qui est la plus importante, j'espère que cette émission vous aura donné surtout le goût, et j'insiste surtout le goût d'aller à la pêche.